Bienvenue à l'épisode de saison 4 de Rock and Cloud by Daveo. Moi, quand je regardais un programme à la télé, un programme de type une série ou un épisode, ou un film par exemple, ou un divertissement, je me suis toujours posé la question de savoir ce qui se passait entre le moment où le contenu était livré, produit, réalisé, et le moment où moi je le consomme à la télé. Parce qu'il est on time, il est enrichi avec des sous-titres par exemple, avec des génériques que je peux skipper, avec des pubs qui sont calées à certains endroits bien précis, et plein d'autres choses. Et du coup, ça m'a amené à m'interroger sur quel workflow pouvait suivre ce contenu au sein du Media Supply Chain, on va en parler, comment il pouvait être transformé pour arriver tel que moi je le voyais. Moi, c'est Marielle Depierre, je suis Product Manager chez Daveo, et je vous présente mes deux compères, Yves et Guillaume, et on va vous amener visiter les coulisses de TF1 avec le concours de Synchronized. Bonjour à tous, je m'appelle Yves Bouillon et parfois ça me fait un petit peu peur, mais ça fait 33 ans que je travaille pour le groupe TF1. C'est assez dingue. J'ai commencé, mais surtout il y a plein qui ne savent même pas, à Cognac-Jay. Eh oui, à Cognac-Jay. Embauché pour pouvoir faire le move entre Cognac-Jay et la fameuse tour que vous voyez sur le côté du périphérique. Et j'ai la chance d'avoir eu la confiance de mes managers puisque j'ai beaucoup participé à de grands événements. Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Rio de Janeiro. Je le dis parce que je trouve que ça claque, ça me fait plaisir. J'ai la chance d'avoir un parcours qui allait de l'aspect management des équipes opérationnelles, beaucoup sur le terrain, justement pour les emmener sur tous ces endroits qui sont fabuleux, et avec toujours cette ambition de vivre ce qui se passe derrière la télé. Et puis, ce parcours opérationnel et de management a été ponctué par du pilotage de projets. J'ai aussi fabriqué des régies. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais de nouveau aujourd'hui, parce que je suis engagé sur un gros programme de transformation de nos infrastructures. Mais pendant presque 7 ans, j'ai travaillé à ce qu'on appelle la Media Factory. En charge, j'ai animé une équipe de la préparation des médias qui, justement, opère une Media Supply Chain. Media Supply Chain qui était installée on-prime dans nos infrastructures. Et c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Eh ben, je suis Guillaume Doré, CEO et directeur produit de Synchronized. J'ai 23 ans. J'habite à Séville, en Andalousie. C'est-à-dire que Marseille, pour moi, c'est le nord. C'est froid aujourd'hui. Ouais. Je suis dyslexique, donc j'ai un parcours scolaire lamentable. J'ai quitté l'école à 14 ans. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la pensée dyslexique, c'est une pensée qui est non linéaire et qui est une pensée imagée et arborescente. Et en fait, j'ai été sauvé en découvrant l'Apple II, donc il y a 23 ans, l'Apple II, où j'ai transformé un livre dont on est le héros en une des premières applications multimédia interactives. Et donc, entre le multimédia et l'IA, il y a qu'un pas. Et entre ces deux pas, il y a quelques années quand même. Voilà, et ravi de participer à cet événement et partager notre expérience commune. Alors, est-ce que vous êtes prêts à découvrir comment l'IA transcende l'expérience utilisateur? On vous embarque avec... Ouais, j'aime beaucoup. On vous embarque avec Yves dans les coulisses de la préparation des médias chez TF1. Alors, pour pouvoir avoir une expérience de consommateur de télévision, que ce soit sur votre télévision ou sur vos tablettes, vos téléphones, eh bien, nous, à la télévision, notre job, c'est de faire en sorte, c'est d'acheter des droits et de faire en sorte que vous ayez cette expérience. Et pour ce faire, si je redescends sur la couche strictement mécanique, il y a 3 étapes. La première étape consiste à récupérer ce contenu, ce qu'on appelle le sourcing. La seconde étape consiste à préparer ce contenu. Et la troisième, c'est de l'exposer. Et de l'exposer non seulement sur les chaînes linéaires, mais aussi sur le digital. Alors si je fais un focus sur la préparation des médias, là aussi je vais découper en plusieurs étapes. La première, c'est qu'on commence par contrôler ce qui nous arrive. Alors pourquoi on contrôle ce qui nous arrive? D'une part parce que ça doit être conforme en termes de technicité. Et d'autre part, vous imaginez bien que si un contenu qui rentre, par exemple un Koh-Lanta,
et que, au lieu de que ce soit l'épisode 1, ce soit l'épisode 8, ça va peut-être poser un petit problème au moment de la diffusion. Si tout le monde me suit là-dessus. Donc donc on contrôle ce contenu, on identifie à l'intérieur de contenu s'il n'y a pas d'éventuels problèmes. Je vais vous donner un autre exemple. Pour peu que vous regardiez Téléshopping, je suis sûr que vous regardez tous Téléshopping ici, que notre magnifique présentateur dise, bah voilà, ce magnifique robot ménager coûte 50 € et qu'il est affiché 15 € à l'image, ça va poser un petit problème. Je vais vous donner un autre exemple. On doit aussi se mettre en conformité avec nos obligations en termes de CSA, ou d'ARCOM maintenant, pardon. Et donc, si je prends un exemple d'un dessin animé japonais, pour peu qu'il y ait du texte en japonais, eh bien, nous avons l'obligation que ce texte soit traduit en français. Donc, on doit identifier dans cette phase de vérification tous ces points qui pourraient être critiques pour l'exposition de nos contenus. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est de transformer ce contenu. On reçoit, je vais vous donner un autre exemple, reportage. Donc reportage, c'est une émission qui est constituée de plusieurs éléments de sujets à l'intérieur de cette émission. Et quand vous la voyez sur TF1 l'après-midi du samedi à 13 h et que vous la revoyez sur TMC, eh bien, il faut savoir que cette émission, elle nous a été livrée en 3 morceaux, début, milieu, fin, et qu'on fait, à la mode Ikea, une sorte d'assemblage de ces différents morceaux, de telle sorte qu'à la fin, on puisse les exposer différemment. Autre exemple, je prends l'émission 50 Inside. L'émission 50 Inside, quand vous la regardez donc sur TF1, eh bien, figurez-vous que l'exposition digitale de 50 Inside n'est pas la même. Pourquoi ? Parce que nous avons une question de droits qui ne sont pas les mêmes sur le linéaire que sur le digital. Et donc, on va enlever un morceau de cette émission pour pouvoir l'exposer sur le digital. Là, je pourrais vous donner des exemples. Ce qui serait intéressant, excuse-moi, linéaire digital, nous, ça nous parle. Ça ne parle pas forcément à tout le monde. Le linéaire, c'est quoi? Le digital, quand on parle de digital, c'est quoi dans le média, dans l'entreprise? Tu as raison de le préciser. Le linéaire, c'est vous allumez devant votre télé, vous appuyez sur la une, évidemment. Quel que soit le vecteur, que ce soit la TNT ou vos box, et là, vous consommez nos programmes avec un grand sourire parce qu'ils sont géniaux. Et le digital, c'est le fait de consommer au moment où vous le souhaitez, ce contenu. Donc la SVOD, la VOD, etc. etc. Voilà sur les plateformes. Sur TF1+, évidemment, la question ne se pose pas. Sur TF1+. Évidemment. Sur une plateforme Voilà, donc la différence entre le linéaire et le digital. Bien, donc, on doit donc, comme je venais de l'évoquer, transformer ces contenus, mais je vais vous donner un autre exemple de transformation qui est plus de l'ordre du montage. On n'a évidemment pas le droit de faire de la publicité clandestine. Je peux vous donner un exemple. Lorsqu'on a lancé notre plateforme TF1+, le 8 janvier dernier, on avait l'ambition de mettre sur la plateforme digitale TF1+, une série et en très peu de temps, et cette série avait été tournée dans un Subway. Bon dans un Subway, tout le monde a marqué Subway partout, c'est pas possible de diffuser ça. Donc on a une équipe de monteurs qui font ce qu'on appelle du masquage, qui ont enlevé tout ce qui était les logos Subway de telle sorte qu'ils soient non seulement conformes à la réglementation, mais qu'en plus on ne fasse pas de publicité clandestine. À côté de ça, on a aussi un certain nombre d'obligations en termes d'accessibilité de nos contenus, donc on doit sous-titrer ces contenus, pour les sourds et les malentendants d'une part, mais aussi lorsque, par exemple, je prends les Good Doctor, qui est une émission donc, qui est américaine, on a la version internationale, la version anglaise, et donc on fait des sous-titres en français, et puis on a enfin l'audio-description pour les personnes qui sont malvoyantes. Donc on vient enrichir avec ces contenus. Une autre étape d'enrichissement, et qui va être tout l'objet de nos discussions, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'on ait une chorégraphie publicitaire qui soit le moins invasive possible, qui soit quali pour que ça vous donne envie de rester. Et bien pour ce faire, on a, jusqu'à il y a peu de temps, et encore aujourd'hui, une équipe qui vient identifier les endroits les plus pertinents pour pouvoir mettre
la publicité. C'est ce qu'on appelle des marqueurs. Alors, ces marqueurs, et là je vais revenir sur la notion de linéaire et sur le digital, on doit se conformer à la réglementation avec des règles très strictes sur le linéaire et qui ne sont pas les mêmes sur le digital. Voilà pourquoi on doit passer beaucoup de temps à mettre ces pointeurs. Enfin, pour l'expérience digitale, et là aussi, il faut qu'on puisse identifier le générique début, le générique fin, parce que je suis sûr que tous ici, quand vous avez envie de consommer des choses assez rapidement, vous avez juste envie d'appuyer sur skip. Écoutez, pour faire ça, c'est pas de la magie. Il y a bien quelqu'un qui a mis un marqueur pour vous permettre de faire ce fameux skip. Donc voilà l'enrichissement de ce contenu. Et puis, la dernière étape, c'est de faire les assemblages, comme je viens de vous le citer, de telle sorte qu'ils soient exposés au bon endroit, au bon moment. Voilà ce qu'on fait. Je pense que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits. C'est peut-être intéressant de se donner une mesure de temps. Par exemple, pour un contenu d'1 heure, combien de temps peuvent passer des vérificateurs, les gens du sous-titrage, la post-prod, les monteurs, sur un contenu donné? Alors, je sais que ça varie selon les contenus, évidemment, mais on se parle de quelle échelle? Alors oui, c'est une excellente question et c'est ce qui nous amène Bon, on peut dire qu'en moyenne, il faut, pour un contenu d'1 heure, il faut, quand tout se passe bien, quand tout est limpide, c'est un rapport de 1 à 2. Mais, comme je viens de l'évoquer sur cette fameuse série qui se passait dans un subway, où on a passé des jours à modifier ces contenus, ça peut aller dans un rapport de 1 à 10. Donc vous voyez, c'est extrêmement chronophage de faire en sorte que vous ayez la meilleure expérience utilisateur possible et qu'on soit aussi conforme à notre réglementation. Donc, grosso modo, tu dis que pour un contenu d'1 heure, c'est 2 à 10 heures de boulot. Absolument. Le contenu et ce qu'il y a à faire dessus. Absolument. Donc vous imaginez ce que ça veut dire en termes de volume. C'est énorme. Et du coup, ça m'amène à vous poser une question parce qu'on va vous faire participer un petit peu. À votre avis, là, on s'est parlé de plein de travaux possibles. On a parlé de sous-titrage, on a parlé des skips génériques, on a parlé des placements publicitaires. Pour identifier les marqueurs pour la publicité, à votre avis, sur un contenu, on va dire, d'une cinquantaine de minutes qui est la durée d'un épisode, combien de temps ça peut prendre pour un opérateur, donc un être humain, qui va identifier les timecodes pour trouver les meilleurs moments de position de publicité? Est-ce que ça peut être entre 5, 15 ou 30 minutes? 3, la numéro 3, donc 30 minutes, c'est ça? Qui dit mieux? Alors moi je la vois noire, est-ce que c'est un indice ou c'est... en fait, tu as un carré de couleur, mais pas spécialement. Moi, je pense que c'est le rétro qui fait noir. Il est bleu foncé noir. 30 minutes? En réalité, ça prend une quinzaine de minutes. Ça prend une quinzaine de minutes parce qu'on a des opérateurs qui sont très aguerris. On a aussi, je vous raconter une petite astuce, mais on a parmi nos équipes des gens qui sont des aficionados de certaines séries, par exemple, donc qui connaissent parfaitement la structure de la série et qui savent aller chercher exactement au bon endroit. Ce qui va bien. Ce qui fait que la moyenne, quand on regarde la masse, c'est effectivement 15 minutes. Par contre, j'ai évoqué tout à l'heure quelque chose à propos du linéaire et du digital. Vous avez retenu? C'était quoi? J'ai dit que... Exactement. Et donc, à date, je reprends l'épisode, c'est un épisode de Good Doctor. Donc, nos obligations aujourd'hui, non, je vais peut-être prendre plus, non, pas un film, non, un Good Doctor, c'est bien. Donc, un épisode de 52 minutes, on fait 2 coupes. Break pour un épisode de 52 minutes sur linéaire, c'est conforme à la réglementation, on ne peut pas augmenter ce nombre-là. Par contre, sur le digital, on peut, entre guillemets, faire ce qu'on veut. C'est un inventaire possible qui est beaucoup plus large. Et je suis sûr que vous avez des expériences où vous êtes hyper énervé de voir la publicité qui arrive en permanence. Ce qui n'est pas le cas sur TF1+. Donc pour ça, je vous engage à aller le voir. Donc il y a une chorégraphie publicitaire qui est très, très, très puissante. C'est pas notre choix. Et donc, mais par contre, on peut avoir, en fonction de l'intérêt de ce programme, non pas 2, mais 3, 4, voire 5 coupures publicitaires. Et en plus, dans le temps, ça peut changer. Donc, ce que je viens de vous dire là, c'est que j'ai un contenu, et j'ai dû passer 15 minutes une première fois pour le linéaire, 15 minutes si on m'a demandé de faire 3 coupes,
re 15 minutes si on m'en demandait de faire 4, re 15 minutes si on m'en demandait de faire 5. Vous voyez la mécanique? Ça fait du temps. Autant de livrables, autant de fois à travailler dessus. Absolument. Je pense, alors ça paraît peut-être évident pour nous, mais il y a un business model derrière. C'est pour ça qu'on se parle beaucoup de publicité. Ben oui, et le groupe TF1, donc son business model, c'est bien de vendre de la publicité à partir de droits et de productions qu'on a pu donc et acheter ou produire. Donc c'est ça notre business model. Donc vous pensez bien qu'il est hyper important qu'on puisse à traiter ces publicités avec un niveau de qualité qui soit excellent. Et du coup, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, si on résumait les problématiques qu'on a rencontrées, qui nous ont amenés, et Guillaume va nous l'expliquer juste après, ce qui nous a amené à travailler ensemble, ce qui, tu vois, ces problématiques opérateurs, linéaires, digital, tout ça. Bon, moi je pense que vous commencez à le pressentir. Vous avez vu que le groupe s'est engagé donc dans une démarche d'accélération digitale, d'avoir des contenus qui sont dédiés au digital. Et donc depuis le 8 janvier, la plateforme TF1+ est lancée avec une masse de contenu absolument dingue. Vous avez une expérience aujourd'hui, on a récupéré des contenus toutes les saisons de Koh-Lanta, bref, on a vraiment beaucoup mis absolument des sous le soleil, plein de notre catalogue, on l'a vraiment mis en avant. Et pour autant, est-ce que vous pensez que l'équipe que je pilotais a grossi? Eh ben voilà, donc vous avez l'élément de réponse. Donc l'équipe n'a pas grossi et pour autant les temps à passer restent les mêmes et le niveau de qualité attendu restait le même. Donc, je me permets de rajouter un ou deux petits éléments. Donc il y a cette problématique qui est liée au linéaire et au digital. On n'a pas les mêmes réglementations, on n'attend pas les mêmes volumes parce que les journées font toujours 24 heures sur le linéaire, donc on ne pourra pas mettre plus de programmes. En revanche, sur les plateformes, là, il y a une consommation, une réelle accélération, mais dans ce contexte-là chez TF1. La deuxième chose, je pense qu'il faut qu'on se parle un peu de média supply chain. Je vais revenir sur, si j'y arrive, là. C'est qu'aujourd'hui, on est sur du on-prem. On est sur du on-premise. Si tu veux en dire un mot. Oui, c'est important parce que ça s'appelle, ici, nous sommes à Rock & Cloud et c'est pas pour rien. Un des problèmes qu'on a tout de suite identifié pour pouvoir se rapprocher des nouveaux outils, c'était que nous étions dans une situation où nos dispositifs étaient totalement on-premise. Donc la question qui s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut adresser notre problématique avec une media supply chain on-premise? Je rajouterais à cette problématique-là, c'est qu'à un moment donné, il a fallu réfléchir à l'intégration dans l'écosystème TF1 et on va y venir juste après. Absolument. Et donc la stratégie, c'est là où on nous sommes rencontrés avec Guillaume, c'était de se dire, bon, il n'y a pas à discuter, il faut qu'on fasse du hors-tout. Et donc le hors-tout, c'était de faire ce qu'on peut peut-être voir maintenant. Je propose que du coup, on aille voir un petit peu ce qui s'est passé sur cette media supply chain, en tout cas sur la partie entre l'ingest et le delivery. Est-ce que tu veux nous en dire un mot et surtout se parler aussi des choix techniques qu'on a faits assez tôt pour répondre à cette problématique de tâches chronophages un peu exponentielles qui peut être fastidieuse aussi. Mais je vais revenir d'abord sur la genèse, c'est-à-dire que c'est un coup de fil de Yves. On ne se connaissait pas. Synchronize travaillait déjà pour TF1 puisqu'on automatisait déjà ce qu'on appelle les thumbnails. C'est les images qui représentent la vidéo. Et c'était aussi une opération manuelle et complexe. Pareil, tout commence par prendre un player vidéo, aller chercher dans la vidéo quelque chose qui correspond pour représenter le contenu et correspondre à une ligne éditoriale cohérente quand on regarde l'ensemble des contenus. Et on a automatisé cette partie-là. Et puis après, on a été accéléré ou agité ou secoué par TF1, accéléré, incubé, enfin tous ces termes-là. Et naturellement, Yves nous a consultés. Il m'appelle, j'étais déjà à Séville, enfin un petit passage là-bas, je n'étais pas encore installé et je me rappelle de ce jour, il m'explique le problème, il me dit c'est simple, le volume à traiter dépasse les 24 heures comme on a dit, puisque le digital c'est plutôt des milliers d'heures et pas des centaines d'heures, on doit faire le boulot 2 fois, et puis demain on devra le faire
on s'imagine qu'il y a des systèmes qui vont mesurer la pression marketing en fonction de comment regardent les gens, etc. Donc, c'est pas 2 marqueurs qu'il faut, ça sera un marqueur toutes les 5 minutes, pas pour couper toutes les 5 minutes, mais pour distribuer la bonne coupure au bon endroit, aux bonnes personnes. Donc, on a aussi projeté l'avenir. Et puis, on a commencé à analyser le problème et on s'est dit, la montagne, elle est haute. Au-dessus de la montagne, il y avait un nuage, le cloud. On l'a saisi, ce cloud. On l'a saisi en se disant, évidemment, imaginez qu'on nous envoie des cassettes vers un coursier pour que nous, on les traite avec de l'intelligence artificielle. Il y a un truc qui marche pas bien. Donc, il faut que tous les systèmes puissent parler entre eux facilement et instantanément. Mais en fait, on a rejeté tous ces sujets-là. On les a tous rejetés. Et c'est Yves qui a eu cette bonne idée, on dit, on va travailler hors tout. On ne va pas se faire un focus parce qu'on ne fera jamais le projet. Comment la vidéo va vous arriver? Comment les métadatas vont vous arriver? Comment vous allez renvoyer les choses? Impossible. Donc en fait, on s'est dit d'abord, on va traiter le problème. Le problème, c'est son équipe, et je l'ai rencontré, et on a travaillé avec eux, et on va vous raconter ça, parce que c'est vraiment une histoire humaine. Elle ne pouvait pas grandir. Elle ne peut pas être multipliée par 3, 4, 5 ou 10 parce que ces personnes de ce niveau d'expérience et de qualité, même s'ils pouvaient financièrement, n'existent pas. Ils ont des années d'expérience. Et donc, on s'est dit, on va travailler hors tout et on va essayer de travailler sur le problème. Ouais. Alors, je vais d'abord vous expliquer comment fonctionne notre plateforme Synchronize. Notre plateforme, elle ingère des vidéos. Et on est très singulier dans notre domaine, c'est qu'on croit à l'intelligence artificielle, mais qu'à moitié. Parce que l'autre moitié, on croit à l'homme. C'est comme dans l'e-commerce. C'est-à-dire dans l'e-commerce, si le dernier miles, comme on dit, le dernier kilomètre, c'est le plus complexe. C'est comment, d'un entrepôt, on va livrer une personne en temps et en heure. C'est là où on échoue, où on réussit. C'est là où Amazon a réussi et plein d'autres ont échoué. Dans l'IA, c'est pareil. C'est sur ce dernier kilomètre qu'on échoue. Donc, comment on n'échoue pas sur ce dernier kilomètre? On l'a tout de suite imaginé. Ces gens-là, ces expertises-là, on va le mettre au centre du système. Et on va leur donner un outil pour contrôler le résultat de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est plus facile à expliquer parce que vous avez tous l'expérience de ChatGPT. Est-ce que quand vous posez une question, bon, 1 plus 1, déjà, des fois, enfin, au début, il se plantait, hein, mais en général, il vous donne la bonne réponse. Mais quand vous posez une question un peu complexe, vous avez un besoin un peu plus complexe, c'est bien une conversation qui s'engage pour arriver à un résultat. C'est pas du premier coup avec, on connecte à un truc de machine learning et en sortie, on a le résultat. Ça n'existe pas. Donc, en fait, on a un environnement qui permet à ces personnes-là de contrôler la sortie de l'intelligence artificielle et de placer l'humain au centre, au contrôle. C'est-à-dire on continue à garder leur expertise. Donc en fait, notre plateforme, elle fonctionne comment? Elle ingère des vidéos. On a de l'intelligence artificielle qui utilise des toolkits d'intelligence artificielle. Il y en a un qui va aller analyser tous les visages. Il y en a un qui va aller analyser tous les objets. L'autre qui va analyser la voix, si la personne parle, s'il y a de la musique, etc., etc. L'autre va analyser le type de shot. Et donc, on va collecter un maximum de données sur la vidéo. Et ces données-là, on s'arrête là. On a un système qui s'appelle Editorial Rules, Business Logic Rules, grammaire, comme on veut, qui va prendre ces données en état brut et qui va la transformer en objet time-codé. Et cet objet time-codé, ça peut devenir une image pour représenter le contenu, ça peut devenir un segment pour chapitrer un contenu, ça peut devenir un bouton pour passer l'introduction, mais dans notre cas, ça devient un marqueur publicitaire. Et ce marqueur publicitaire, il va être présenté à l'opérateur dans l'environnement studio, et il n'a plus qu'à le valider ou le rejeter. S'il rejette, il a le droit à une autre suggestion qu'il va valider ou rejeter. Et donc, et quand il a fait cet exercice-là, il y a un output pour donner le résultat dans l'écosystème. Du coup, on a décidé de démarrer en ne pensant pas à ça, parce qu'on sait qu'aussi, au terme, dans une organisation comme TF1, ça va impliquer tellement de monde. Si on n'a pas réglé le problème du centre,
on n'aura jamais toutes les cases cochées. J'ai rencontré tout à l'heure quelqu'un, un coach agile qui m'a l'air formidable. Je pense qu'il comprend ce que je lui dis. Voilà, on s'attaque au cœur du problème et on est agile sur le reste. On ne se met pas dans un mur directement. Donc voilà, donc en fait, les données brutes sont transformées en objets timecodés. Et on a décidé de travailler avec les opérateurs immédiatement. Mais on a eu une réaction immédiate des opérateurs. Puisqu'on avait beau leur dire, on veut travailler avec vous, vous êtes au centre. Nous croyons que l'IA est qu'un outil, qui est un outil qui sera entre le contenu et vous. Et en fait, je vais vous apprendre à me remplacer, hein, même pas à me remplacer par un CPU, un GPU, et ce genre de choses. Donc il y a eu une crainte. Il y a eu une crainte qu'on a travaillée, et assez rapidement, on leur a montré et démontré qu'ils seraient indispensables, ils continueraient à être indispensables. La seule chose, c'est qu'ils allaient pouvoir en faire beaucoup plus par jour et de façon beaucoup plus confortable. Que leur métier n'était pas de passer 80% de leur temps à chercher un bon timecode, mais à savoir si la chorégraphie est la bonne. Et ça, je rebondis sur ce point-là, parce que je pense que c'est un enjeu majeur. Si dans tous ces sujets d'IA, vous n'embarquez pas les équipes, bah, c'est mort d'avance, à mon sens. En tout cas, lorsqu'on a commencé ensemble il y a 2 ans et demi, il faut bien vous imaginer, bonjour, ça va, on est en pleine forme, ben voilà, on a une solution d'IA pour vous aider à faire la publicité, faire des marqueurs publicitaires. Ils vous regardent, ils vous disent, non mais Yves, t'es mignon, mais il y a un biais cognitif qui se met tout de suite en place, qui consiste à se dire, ah ben ils vont tout faire avec moi, quoi. J'ai plus de boulot, quoi. C'est évident. Et puis il a fallu donc donner du sens à ce qu'on faisait et donner de la valeur à leur expertise. Et ce faisant, petit à petit, itération par itération, parce que ce n'a pas été un long fleuve tranquille, avec aussi des aspects très déceptifs à certains égards, puisque chacun s'imaginait qu'on allait rentrer n'importe quel contenu et que tout de suite, ça allait nous donner les mots marqueurs, ce que eux faisaient depuis des années avec de l'expérience. Vous imaginez le choc psychologique que ça peut être. Et le second choc, c'est comme quand on commence à utiliser la plateforme, ils vous disent « Non mais ça marche pas ton truc ». Voilà. Donc, ça marche pas ton truc. Nous, on sentait bien qu'on se rapprochait de quelque chose, mais qu'on avait besoin de leur aide pour être de plus en plus fin. Et c'est tout le travail qu'on a mené sur une notion de sens, d'apport de valeur et surtout de validation. Les gars, vous gardez la main. C'est vous qui décidez, parce que c'est vous les experts du bon endroit. L'outil, l'IA, n'est là que pour vous aider et vous enlevez toutes les tâches qui sont boring. Et aujourd'hui, on est vraiment très très proche d'un niveau qui correspond à ce que eux auraient pu faire. On est en train de se dire en fait que les facteurs clés de succès, c'est l'humain, l'expertise, la collaboration, tout le test and learn qu'on a pu faire ensemble avec ces métiers-là. Il y a peut-être une chose sur laquelle je voudrais qu'on revienne, parce qu'on s'est parlé du hors-tout et c'est comme ça qu'on a débuté. Juste avant qu'on vous montre à quoi ça peut ressembler, parce qu'on vous a prévu une petite démo, est-ce qu'on peut se parler du choix technique qui a été fait après? C'est-à-dire que, au-delà du hors-tout, quand on a calé tout ce qui était AdBreaks, donc c'est-à-dire les marqueurs publicitaires, après on s'est posé des questions, et c'est là où on a le plus collaboré ensemble, sur comment on intègre ça dans tout l'écosystème. Et je pense que c'est hyper intéressant aussi de voir comment on a cheminé. Quand on arrive là, c'est qu'on a atteint un niveau de succès. Et effectivement, on a démarré, on a phasé, il y a 3 phases. Hein. On crée un set de programmes représentatifs et on va travailler sur ce set-là. On va dire 50 vidéos qui représentent différents cas. Et on va essayer de travailler sur une première grammaire. La première grammaire, elle était toute simple. Je crois que vous connaissez tous ça, surtout dans les séries américaines. C'est ce qu'on appelle les black frames. C'est-à-dire qu'en fin de scène, il y a un fondu enchaîné qui va au noir, et puis ça redémarre derrière. Et en fait, ce sont des programmes qui sont conçus et montés avec l'intention de placer une publicité à tel endroit. Et les chaînes de télé placent leur publicité en fonction de tel et tel endroit.
Donc détecter ça, ça a été ce qu'on va dire la première itération, celle qui nous paraissait la plus simple. En vrai, une image noire qui vient d'une cassette VHS, enfin peut-être pas VHS, je déconne. On est remonté très loin. Ouais, mais enfin bon, une cassette de Cognac G, en fait c'est gris, et puis en digital c'est bien noir, mais on n'a pas pris en compte le son, parce que le son il peut continuer, et en fait on se rend compte par itération que quelque chose qui paraît simple dans une conversation, bah, ça prend un mois à traiter. Et que c'est bien ces allers-retours avec les opérateurs qui font « Ah oui, tu as bien détecté là, mais tu n'as pas pensé à ça, tu n'as pas pensé à ça, tu n'as pas pensé à ça. » Donc on a itéré sur cette première phase, sur un set de vidéos. Et puis une fois qu'on a atteint satisfaction sur cette première grammaire, on a développé les autres grammaires, c'est-à-dire on s'est rapproché de l'écriture cinématographique. C'est pour ça qu'on a appelé ça des grammaires. On a inventé ce mot tous les deux. C'est un langage, la manière dont on monte un film. C'est-à-dire qu'une séquence, je ne sais pas si vous savez, mais en général démarre par un plan large pour vous présenter le contexte. Où est-ce qu'on se situe? Dans la rue, dans un bâtiment, etc., etc. Et puis plus on rentre dans la scène et plus la caméra se rapproche, plus on est dans ce qu'on appelle du medium shot, du medium close-up, du close-up, etc., etc. Et le dialogue s'installe. Et quand la scène se termine, on va réélargir le contexte pour passer à une scène suivante. Donc il a fallu apprendre à décrypter ce langage et ce métier pour pouvoir définir des règles. Et une règle qui est, je passe d'un visage en close-up à un plan d'un bâtiment ou d'une rue avec personne, et ben ça va être notre grammaire qu'on appelle ça un established caractère. On établit la présence d'un caractère ou d'un contexte, etc., etc. Une fois qu'on a fini cette phase-là, la deuxième phase, c'est d'élargir le scope. Et donc là, on se dit, on va prendre vos fichiers que vous devez traiter tous les jours à la main. Et comment on fait puisqu'on n'a pas pensé à l'in et à la output? En fait, on a tout simplement mis en place dans le cloud un watch folder et ben, il y a une personne de l'équipe de Div qui prend 100 fichiers vidéo, qui les met dedans, puis 200 fichiers vidéo, qui les met dedans. Nous, on les ingère comme si on était connectés. Et puis pendant un long moment... Je vais te faire rebondir Yves dessus par rapport à l'input, c'est-à-dire l'envoi de la vidéo, où on envoyait les cassettes VHS, on livrait par coursier, et puis là, aujourd'hui, on arrive à déposer sur un watch folder, sur un bucket. Je pense que c'est important aussi de recontextualiser, parce qu'on s'est parlé de la media supply chain qui est on-prem. Je pense que c'est important aussi parce que les gens ne connaissent pas forcément. Les opérateurs sont dans des media rooms, donc des espaces sécurisés dans lesquels ils opèrent les travaux sur les contenus. Des travaux de post-prod, les floutages dont parlait Yves tout à l'heure sur le masquage publicitaire sur Subway ou autre, ils sont dans des espaces sécurisés. Vous imaginez bien que quand on reçoit un Masked Singer, par exemple, tout le monde n'a pas le droit d'aller travailler sur un épisode qui se veut sensible. C'est le jargon qu'on utilise. Et donc, il y a eu toute une réflexion autour de ça, justement, pour se dire comment on peut... Maintenant que notre grammaire elle est prête, maintenant que nos toolkits sont prêts pour définir des marqueurs, comment on fait pour envoyer les vidéos et surtout comment on fait pour récupérer? Et c'était notre premier enjeu parce que des vidéos on pouvait les envoyer, mais comment on récupère les métadonnées que l'on reçoit et comment on les intègre dans un workflow et dans un écosystème SI qui est on-prem et qui est, il faut le dire, aussi vieillissant. On a migré des applicatifs dans le cloud quand même, avant, je pense à Mag, pas le citer. Mais je pense que c'est important de redonner cette vision-là. Nous, on sait. Mais... T'as raison, parce que évidemment, quand on a dit qu'on faisait hors tout, ça a un incidence sur le temps passé, parce que il faut à chaque fois prendre un peu de hauteur quand on regarde ce contenu et les traitements qu'on a besoin d'y faire. Aujourd'hui, on a quand même on-prem un système qui était assez automatisé, sauf à ceci près des tâches manuelles qu'on vient d'évoquer sur les fameux marqueurs. Et le fait de passer en hors-tout, forcément, ça nous rajoutait du temps sur l'aspect envoi et ça nous rajoutait du temps sur l'aspect livraison, avec des notions de copier-coller, par exemple, depuis l'interface de Synchronize vers notre système d'information qui permet ensuite de faire la livraison. Mais voilà, donc c'est ça qu'on a adressé avec Marielle, c'est cette question-là qu'on a adressée avec Marielle pour que finalement l'ensemble des tâches et des temps pour chacune de ces tâches, eh bien, on réussisse aussi à les réduire. Oui, puisqu'on gagnait du temps en automatisant le milieu et on en perdait sur les côtés parce qu'on était manuel et c'est là
où quelque part, enfin nous, on a senti qu'on réussissait notre mission puisqu'on a commencé à travailler à connecter pour que l'opérateur n'ait plus à copier-coller et appuyer sur un bouton publish et que ça envoie les bonnes datas dans le bon système d'information et que l'automatisation se poursuit dans un workflow simple qui fonctionne et qui soit efficace. Tu avais la même idée, mais pour redonner aussi du contexte, on s'est parlé de Media Supply Chain avec tout un ensemble d'outils, un workflow séquentiel, qui sont on-prem. On a commencé, il y a une vraie logique de cloudisation sur l'ensemble de la Media Supply Chain, je pense que tu peux peut-être en dire un mot. Il y a certains outils qu'on a commencé à migrer dans le cloud. Je pense à l'outil principal des opérateurs, sur lesquels notamment ils identifiaient les timecodes pour les marqueurs publicitaires. Je pense à Mag en l'occurrence. Donc ça nous a permis aussi de rapprocher ce hors-tout vers l'envoi des vidéos. C'est fait depuis un outil qui était on-prem, qui est passé dans le cloud. On dépose sur un bucket le watch folder et derrière on ressort des métadonnées qu'on vient appeler de cloud à cloud. Voilà. Mais cette architecture-là, je pense qu'il y a peut-être des gens un peu plus aguerris dans la salle. Je pense qu'il faut l'expliquer, si vous voulez bien. Oui, de fait, tout ça est un écosystème sur lequel tout doit s'emboîter. Et de fait, le fait d'avoir migré notre système d'information dans le cloud nous a rendu les choses plus faciles pour discuter avec Synchronize, puisque il n'y avait plus besoin de redescendre les métadonnées on-premise. Donc ça c'est vrai que ça a été un avantage. Mais je reviens sur un point s'agissant des métadonnées. Un point autour de l'IA. On est capable, avec l'outil Synchronize, d'identifier l'ensemble des endroits qui sont pertinents pour mettre de la publicité. Et je veux vous raconter cette anecdote parce que pour moi, elle est majeure. L'IA, et c'est un de ses écueils, peut vous donner des résultats absolument dingues. Dans nos premiers travaux avec Synchronize et l'équipe, on s'est retrouvé dans une situation où je reprends mon Good Doctor, très bien. Là où, grosso modo, les équipes passaient 15 minutes, tout d'un coup, en utilisant l'IA, ils ont des suggestions de coupures, parce que l'IA, elle se fatigue pas, elle propose plein de trucs, et on se retrouvait avec 30 propositions de coupures. Merde alors, comment on va faire? On n'a rien gagné, là, il y a 30 propositions de coupures, ça va pas du tout, ça. Donc, il a fait, avec Guillaume, on s'est dit, non, mais là, on est mal barré, ça va pas. Et on a eu un switch, on s'est dit, non. C'est là la force du cloud et de ces systèmes-là. On s'est dit non. En fait, on va changer la façon d'exposer la donnée. Ok, super Synchronize, tu m'as fait 30 propositions. Maintenant, on va te demander d'inverser la tendance. Tu vas ne me donner que les informations qui te semblent pertinentes. Si je t'en demande 3, tu ne m'en montres que 3. Et ça a tout changé, parce que les opérateurs n'avaient plus à se dire, non, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Et je vous raconte, je prends cet exemple, parce que je trouve qu'il est caractéristique de ce qu'on voit en ce moment avec la donnée. On se retrouve avec de la data, en veux-tu, en voilà, il y en a plein de partout, mais finalement, l'usage qu'on a besoin d'en faire, la façon dont on va l'opérer, cette data, ça devient un facteur clé. Et mon propos est de dire, on ne peut réussir ce type de transformation que si on considère 3 éléments. 1, évidemment, la notion de performance du moteur de l'IA, sa capacité, l'analyse de la grammaire pour notre cas. 2, la capacité à restituer cette information de manière pertinente. Et 3, ce que ça va me coûter. S'il n'y a pas ces 3 éléments, au revoir. C'est pas la peine. Ça ne marche pas. Ça, j'insiste sur ce point. Et évidemment, et c'est dans toutes les étapes qu'on a traitées avec Marielle, c'est comment toutes les tâches qui étaient hors tout, on fait en sorte de les automatiser pour que ce soit beaucoup plus fluide. Cette quantité de data phénoménale, moi personnellement, j'appelle ça la blague de l'artichaut. C'est-à-dire qu'il y en a plus à la fin qu'au début. Vous connaissez tous la blague. Et effectivement, on a Martin qui fait partie de l'équipe R&D ici et qui a travaillé sur ces sujets. Il est là-bas, il a été trop bon, on avait trop de suggestions. Et en fait, la solution, elle se passe même plus dans l'IA, elle se passe dans l'expérience utilisateur.
le confort, si on pense au confort de l'opérateur, on élimine plein de problèmes. Et on a trouvé l'astuce, et on va vous la montrer, puisqu'on a toutes ces suggestions, mais comment lui proposer ce qu'on pense être la meilleure en premier, et pas les noyer dans la masse. Je rebondis parce qu'on a eu cette discussion, Yves, plus d'une fois. On est arrivé effectivement à rationaliser, on va dire, la proposition ou les propositions les plus pertinentes, les plus justes, les plus qualitatives. En revanche, on s'est posé des questions. Je reprends l'exemple parce que je le trouve assez parlant de l'assemblage, donc le kit IKEA qu'on monte et qu'on assemble pour avoir un contenu fini que l'on diffuse. On s'est posé cette question. Oui, mais c'est dommage. On a plein de propositions. Elles pourraient être utiles à d'autres choses. Donc, ça serait dommage de ne pas les garder, celles-là, parce qu'un jour, on va en avoir besoin. Donc, c'est posé une question de pertinence des données, de stockage, de récupération, de qualification, de hiérarchisation de ces données. On a parlé data lake aussi à ce titre-là. Donc ça, c'est des sujets qui vont venir dans pas très longtemps, je pense. Oui, mais là, je rebondis parce que ça fait partie des discussions acharnées que nous avons eues avec Guillaume, où mon propos était de dire, non mais Guillaume, là qu'on soit clair, aujourd'hui, donc de manière manuelle, moi je suis obligé de prendre 3 fois le média et de faire 3 fois le boulot. Ce que je veux à cible, c'est que quand le contenu arrive à TF1, quand je source, je le passe chez toi, que toutes les données structurantes de ce contenu soient analysées, et donc je le processer une seule fois, parce qu'il me fait payer quand même. Donc je le veux faire une fois, je veux le faire une fois, mais par contre, je ne veux, pour mes utilisateurs, qu'ils ne me donnent que les réponses pertinentes. Mais si demain, j'ai envie de revenir sur ce contenu-là, j'ai pas envie de leur payer une deuxième fois. Si je dis que je veux faire, si je veux faire 3 coupes, j'ai juste à cliquer sur le fait de mettre 3 coupes. Et si je m'en veux 10, j'appuie sur 10 parce que toutes les métadonnées associées aux médias sont sauvegardées. Ça, c'était un point clé. Le deuxième point, et là, ça rejoint l'argent, mais aussi l'économie au sens large. Ça fait partie aussi d'un point sur lequel j'attache une importance énorme, c'est l'aspect RSE. On utilise du cloud public. Je ne voulais pas qu'on ait 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois la copie de ce contenu. Donc on a réfléchi beaucoup à comment est-ce qu'on fait pour que cette donnée et ce contenu soit le moins impactant possible. C'est une démarche de longue haleine, mais en tout cas c'est la stratégie qu'on a mis en place. Je l'analyse une fois et ensuite on limite les impacts. Oui, aujourd'hui on est obligé de récupérer les fichiers et c'est vrai qu'on discute, mais là on est plus dans une vision moyen-long terme de comment on va pouvoir aller traiter là où est le fichier, en fait, plutôt que de venir récupérer le fichier. Mais oui, là, on rentre dans une complexité, mais on y arrivera un jour. Et Yves n'arrête pas de me dire, il y a un moment, tu vas devoir me donner le coût en euros et en CO2. Donc là aussi, un autre chantier. Mais nous, on doit personnellement grandir avant d'arriver à lui répondre à ce niveau de détail et avoir une petite équipe dédiée pour ça. Une question assez sympa, normalement, elle doit être par là. On se parlait des skips, la possibilité de passer à un générique, par exemple. Et on s'est dit, bah tiens, c'est sympa, à votre avis, qui a inventé ça? Ah, je sens le haussement de sourcil et une réponse qui va venir, vas-y. Je dirais BBC. BBC? Ouais. Netflix? TF1? Ah, il y a de tout, là. Là, il y a de tout, ça va pas. Non, c'est Netflix. Moi, je pense qu'on peut garder TF1 comme moi, je trouve qu'on peut, hein. On peut. C'est Netflix qui a été précurseur dans le domaine. Moi, j'ai une autre petite question qui n'était pas prévue. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que vous savez pourquoi Amazon, AWS, trust le marché des chaînes de télé, de studio, et que c'est pas Microsoft ou pas Google? C'est parce que Netflix a construit toute son infrastructure sur Amazon. Et que ce succès-là a fait basculer l'ensemble de la profession, des médias et entertainment dans le monde sur AWS.
Moi, je pense qu'on les a tenus en haleine pour leur montrer ce que ça pouvait donner. Eh ben, très bien, allons-y. On est parti? Petite démo. Allez. Alors, juste pas que je me mette devant le projecteur. Donc voilà. Alors évidemment, on va pas vous montrer, le temps que tu charges, on va pas vous montrer un épisode en entier, on va pas vous garder 52 minutes et faire revisionner 52 minutes pour voir où sont les placements publicitaires. Donc on a shortcuté pour que vous ayez le moment, le avant-après, et que vous sachiez visualiser ce qu'un opérateur de la mise à l'antenne voit en fait. Alors, effectivement, c'est un épisode d'une vidéo, vous voyez, elle dure 40 minutes, 42 minutes. Imaginez que le travail à la main, c'est d'aller chercher en regardant en x2, en x3, et essayer de comprendre le contexte d'une vidéo, où est-ce qu'une scène démarre, où est-ce qu'elle s'arrête, juste en se mettant... là, je suis sur QuickTime Player et en se mettant sur cet exercice, essayez déjà de regarder combien de temps vous prenez pour repérer le générique de début. Et vous savez que le générique de début, il est au début. Quand il y a 4 marqueurs, déjà, il faut diviser 42 minutes par 4, enfin, je sais pas quoi. Quand je parle de chorégraphie, c'est bien d'avoir quelque chose qui soit équilibré. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout mettre, toutes les publicités dans les 10 minutes, qu'il soit équilibré par rapport à... Digeste pour nous, téléspectateurs. Voilà. Nous, au saumon. Parce qu'on a tous une là. Pourquoi ça va ce moment-là? Putain, c'est en plein dialogue. On a tous vu ça une fois, un jour. Hein. Ouais. Donc voilà. Et donc là, vous êtes dans l'univers de Synchronize. Ça s'appelle Synchronize Studio. Donc c'est cette interface qu'on a créée dans un et seul unique but, apporter le confort maximum, baisser la charge mentale qui est nécessaire aux opérateurs. Ces opérateurs qui nous ont appris leur métier. Pour qu'on puisse le traduire en intelligence artificielle et leur faciliter la tâche, mais à la seconde près et à l'image près. Et donc, 25 images par seconde, c'est à l'image près. non, mais l'optimisation du temps qui passe. Oui. Là, c'est un peu comme on disait tout à l'heure. Vous voyez en bas, il y a la timeline. À droite, il y a ce qu'on appelle les video elements, c'est toutes les suggestions. Et on est arrivé à un résultat comme ça. C'est-à-dire, il y a plein de propositions. Une scène, ça dure à peu près 1 minute 30, 2 minutes. Donc vous imaginez, si on arrive à détecter un changement de scène qui est un des meilleurs endroits pour faire une interruption publicitaire, on peut avoir 25, 30, 50 scènes, donc 50 suggestions à revoir, ça devient compliqué. Donc on a créé ce qu'on appelle des zones d'éligibilité. Et les zones d'éligibilité, on va dire, ici j'ai besoin de 2 marqueurs, donc je vois, je ne sais pas si vous voyez bien, bon, je vois une zone ici et une zone ici, et du coup ici, en bas à droite, je vois 2 suggestions. Si je veux 5 marqueurs, j'ai 5 zones d'éligibilité et 5 suggestions. Si je veux 3 marqueurs, et on va s'arrêter là, j'ai 3 zones d'éligibilité et 3 suggestions. Donc à partir du moment où je sais combien de marqueurs je dois faire pour cette vidéo, j'ai plus qu'à cliquer sur la première suggestion. Ma tête de lecture se positionne à l'endroit de la première suggestion. Je vais zoomer dans ma timeline pour voir un peu plus. Voilà, donc là j'ai zoomé dans ma timeline. Je vais appuyer sur ce petit bouton qui a été inventé dans un esprit de je fais une analyse, une simulation et pour comprendre un peu le contexte un peu avant, après. Et puis, du coup, ma tête de lecture se positionne quelques secondes avant la coupure. J'appuie sur play. La tête de lecture touche le marqueur publicitaire et j'ai vu que j'étais sur un changement de scène. Donc, ce marqueur, il te convient? Moi, ça me va. Ok. Donc, je vais appuyer sur le petit check et il est validé. Donc maintenant, je vais aller voir le deuxième marqueur. Peut-être, Guillaume, oui. Parce que je pense que vous avez tous soif, je vois le temps qui tourne. Est-ce qu'on peut visualiser sur ce marqueur-là, parce que le principe reste le même, est-ce qu'on peut visualiser comment la pub tombe? Alors, en fait, je l'ai fait sur le deuxième, donc on va me présenter le deuxième. Ouais, je vais quand même présenter le troisième. On parlait de black frame. Ici, on est dans un cas de black frame. Notez-le. Voilà, c'est bon, je valide. Et je vais aller au deuxième.
Je revois. Hypothèse. Cette lampe n'était pas à elle. Changement de scène, je valide et j'appuie sur Publish et c'est là, C'est là que la métadata passe en haut de la montagne, attrape le nuage et va atterrir chez TF1 dans le bon système. Et qu'est-ce que ça donne pour l'utilisateur au final? Enfin, le téléspectateur, le consommateur, nous, en fait. tout le monde, quoi. Et ça va donner ça. Et alors, où ça me mène? J'ai retrouvé l'utilisateur sur la page web de la société qui les fabrique. Et devine qui est apparu? Brandon Hess. C'est-à-dire le petit copain de Nicky. Joseph, tu viens de confirmer mon hypothèse. Cette lampe n'était pas à elle. Vous voyez, c'est hyper agréable, hyper fluide. Ça, c'est... C'est pas au milieu de la scène d'un dialogue. Ouais, écoutez, là je me prononcerai pas, mais je suis certain que vous avez d'autres expériences qui sont d'une autre nature de consommation. Nous, on a choisi d'avoir ce côté quali. Guillaume, tu peux remettre les slides. Mais au moins, ça parle, parce que vous retrouvez ce que vous vivez lorsque vous consommez, si vous consommez effectivement des programmes. Je pense que ça serait bien de faire un petit bilan à date, de se dire qu'est-ce que ça nous a permis tout ça, qu'est-ce qu'on en retient, avant de se projeter, qu'est-ce qu'on va faire demain. Alors, il y a deux volets. D'abord, ça nous a permis d'atteindre nos objectifs en termes de volumétrie, ça c'est un premier point. Le deuxième volet, c'est plus sur le côté des équipes. Je pense que là, nous, on a la chance, et les discussions qu'on peut avoir avec parfois nos compétiteurs ou même d'autres télévisions, on a la chance d'avoir une équipe qui a complètement compris la valeur de ce type d'outil. Et ça change sérieusement la donne. Ils ont adopté. Franchement, ça, c'est un point clé. Toute petite anecdote, et je pense que ça va vous parler. On a un rendez-vous hebdo depuis 2 ans et on n'en a pas loupé un, au mois d'août. On se parle avec les équipes, ce qu'on appelle les experts, une fois par semaine. Et on est transparent, c'est-à-dire que quand on dit non mais là c'est n'importe quoi, il faut qu'on se focus là-dessus et on avance avec toujours le même niveau d'exigence. Mais par contre, un dernier point, on a choisi de monter en granularité et en complexité. On fait pas, aujourd'hui, il y a certains contenus dont on sait que la complexité est trop élevée et on s'est dit, OK, stand-by, on atteindra cette complexité, ce niveau de complexité un peu plus tard. Ce qui permet aussi d'embarquer les équipes parce que, tout ce qui est, tous les black frame, ce qu'on appelle le black frame no noise, donc toutes les séries américaines, wow, c'est terminé, c'est fait. Tout ce qui est séries françaises, ça y est, aujourd'hui, ça marche. Et donc maintenant, on est capable, avec confiance et avec la banane de nos équipes, de dire ok, on peut adresser un autre type de contenu. Je pense à toutes nos émissions de flux, avec qui sont alors les émissions de flux. Les émissions de plateau, les jeux, les voice, qui sont toutes différentes, avec une grammaire toute différente. On peut attaquer ce nouveau type de contenu avec des nouvelles grammaires. Je pense que tu m'avais parlé d'un chiffre, Yves, et je pense que c'est important aussi pour visualiser, parce qu'on se parlait tout à l'heure de 1 heure de contenu, toute la transformation, c'est entre 2 à 10 heures de travail, juste les marqueurs, c'est moins 15 minutes sur un contenu d'une 50aine de minutes. Aujourd'hui, qu'est-ce que les équipes ont été capables de faire en plus Là, je refaisais le point avant de... Dans un contexte d'accélération. Ouais, dans un contexte d'accélération digitale, mais là, on a pris plus 30 000 contenus. Là, je faisais le point avec Fabien pour avoir les éléments pour ce soir. On a augmenté en quelques mois de plus 33%. Enfin bref, donc il fallait qu'on ait une solution. Ça, c'est une certitude, quoi. Dans le flux linéaire, tu parlais de flux linéaire, c'est un exemple comme ça, mais tu prends par exemple un match de foot, on sait que la pub ça va passer à la mi-temps, juste avant que le match démarre, à la mi-temps, et puis s'il y a les prolongations, machin, pareil. Ça par exemple, on arrive à le faire. Alors là, pour le coup, c'est du live. Ouais, donc, du coup, comme on sait que on est capable de repérer la fin.
Oui, alors, on n'adresse pas. Enfin, c'est encore un autre sujet, mais si demain nous étions une chaîne de sport, parce que nous ne sommes pas comme je pense à Eurosport ou à l'équipe, évidemment, là pour le coup, il y a quand même dans la construction du sport des règles qui sont, à mon sens, plus simple que des séries. Donc oui, se dire que on met des règles éditoriales sur les buts, sur ceci, sur cela, je pense qu'il y a un moment ils s'en empareront, si ce n'est pas déjà fait. Moi j'avais une question, en fait, votre plateforme, vous l'avez customisée pour TF1, et du coup, est-ce que c'est devenu propriété de TF1 ou comment ça se passe? Parce que c'est un truc que vous pouvez dupliquer pour tous les médias. Bon, c'est en fait à chaque fois qu'on crée un nouveau service, on cherche un client partenaire avec qui on va mettre en place cette méthodologie pour créer ces règles éditoriales. Une fois que ces règles éditoriales existent, elles sont commercialisables auprès d'autres personnes. Et il n'y a pas de notion de copropriété, il y a une notion d'accès, de résoudre le problème en premier avec eux et d'avoir cet échange gagnant-gagnant, de travailler ensemble. Les problèmes qu'on résout aujourd'hui pour eux, ils seront accessibles dans 1 an ou dans 2 ans pour d'autres, quoi. Le sens de votre question, c'est que nous n'avons pas nous avons un accord privilégié parce qu'on travaille ensemble depuis longtemps, mais on n'a pas déposé de brevets ensemble sur le sujet. C'est pas la question. Mais par contre, vous voyez bien que l'investissement qu'on a pu faire nous en tant qu'hommes, il nous sert et aussi il sert Synchronize et c'est un deal sur lequel on s'est dit c'est gagnant-gagnant. Mais est-ce qu'il y a capacité de travailler avec les producteurs, de produire ces métadonnées? C'est une excellente transition. On voulait vous parler de demain, comment on peut projeter ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui et comment on peut aller encore plus loin. Je pense qu'on va l'aborder sous 3 angles. Il y a chez TF1, parce que voilà, on va se parler du marché de l'entertainment, mais aussi au-delà de ce secteur d'activité, quels usages on pourrait imaginer avec un outil comme celui-là. Ça devrait répondre à la question normalement, je pense. Bon, oui, donc chez TF1, donc dans le cadre de l'accélération digitale, nous, l'expérience utilisateur, elle est fondamentale. Donc faire en sorte que sur notre plateforme, on puisse avoir des solutions qui permettent de rendre nos contenus plus accessibles, que la plateforme soit plus attrayante, c'est évidemment un focus qu'on a. Donc les équipes de Lino travaillent sur ces sujets, mais nous, on y contribue. Je vais vous donner un exemple. On a parlé, donc les marqueurs publicitaires, c'est une chose, très bien. On a parlé des génériques, c'est très bien. Mais imaginez qu'ensuite, on fasse ce qu'on appelle le chapitrage. Et vous allez comprendre le chapitrage. Si je prends un exemple, un épisode de Koh-Lanta, vous voyez bien la structure d'un Koh-Lanta. Il y a bien des chapitres dans la narration. Donc on pourrait imaginer, et on y travaille déjà, de découper donc sur des séquences chapitrées et que derrière ça se transforme en termes d'expérience utilisateur sur tiens, moi je voudrais voir sur toutes les saisons uniquement les conseils de toutes les saisons. Eh bien le chapitrage nous permettra de faire ça. Donc ça c'est un premier point. Mais on peut dupliquer ce dispositif à façon parce qu'à partir du moment où on a identifié. Ouais. Je suis fan de tel acteur, par exemple. Pardon, si je suis fan de tel acteur. Alors là, donc on a parlé donc de marqueurs structurels, mais ensuite on peut rajouter des marqueurs dits éditoriaux. Effectivement, si Guillaume était un acteur, je suis évidemment fan. Était un acteur, je suis évidemment fan. On pourrait se dire, voilà, que l'intelligence artificielle nous aide à identifier toutes les scènes où Guillaume est présent. Voir tous les et après vous imaginez la déclinaison qu'on peut avoir de tout ça. Soit pour l'afficher, soit pour le masquer. J'en vois un là-bas qui n'aimerait pas vivre cette expérience, Martin. Soit on pourrait imaginer, voilà, Guillaume étant acteur, je vais reprendre parce que j'aime bien Guillaume acteur, voilà. Mais si on reprend cet exemple-là, je pourrais aller chercher toutes les séries, tous les films qui sont actuellement disponibles sur la plateforme TF1+, où il y a Guillaume. Parce qu'il est tagué dedans et ça me permettrait d'aller récupérer tous les contenus. Un peu plus loin, 50 minutes Inside, c'est quand même une émission qui est là pour parler de la promotion d'artistes, que ce soit des films, que ce soit de la musique, etc. Si Brad Pitt, il y a un reportage sur lui et que ça lie à tous les films qui sont disponibles sur la plateforme,
forcément ça crée de la valeur. Donc se dire je regarde Automoto parce que je veux voir toutes les italiennes entre telle année et telle année, ou je veux regarder que les lives de Voice, le chapitrage va permettre ça. Et puis encore plus loin, en reliant ces chapitres à d'autres centres d'intérêt, enfin à des intérêts liés, c'est un peu ce qu'on a vu dans l'industrie de la musique. À une époque, Universal Music disait c'est un disque Universal, mais en vrai, personne sait si Goldman ou DAO sont chez Universal ou chez Sony. Et par contre, ils veulent écouter DAO ou Goldman. Et aujourd'hui, on a des plateformes comme Deezer ou Apple Music ou Spotify. Qu'est-ce qui a relié et donné un accès à cet océan de la musique? C'est la metadata. Voilà, et imaginez tout le catalogue de TF1+, si tout d'un coup on relie entre tous les contenus, eh ben on libère l'accès à la culture, l'accès au savoir, à l'information et tout un tas de choses. Et du coup, Guillaume, est-ce qu'on pourrait imaginer, dans un avenir plus ou moins proche, moi j'aurais tendance à imaginer très proche, la possibilité, Yves nous expliquait, au départ, on acquiert des droits sur des contenus. Et ces contenus nous sont livrés, bruts, sans être travaillés. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer déjà anticiper, au moment, parce que je crois que c'était la question, anticiper tout un travail où le contenu serait déjà pré-enrichi au moment de l'acquisition par un groupe? On en parle depuis le début avec Yves, surtout Yves qui en parle, et on s'est imaginé des scénarios, on ne sait pas si techniquement c'est possible, mais pourquoi la metadata ne serait pas embeddée dans le fichier vidéo? Et effectivement, c'est la responsabilité du créateur du contenu original de livrer cette metadata. TF1 produit des séries originales, produit des films, génère sa metadata, et quand il la vend à BBC ou aux États-Unis, cette metadata doit circuler. Bon, on a des petits schémas d'architecture à faire, de petites normalisations à faire, et puis on va y arriver. Et ça, c'est en tout cas ce qu'on sent et qu'on pressent à l'échelle de la planète. Forcément, tout le monde va chercher la valeur. Et cette metadata, on vient de vous expliquer combien de temps ça nous prenait, nous, TF1. Enfin, quand on prend la série des experts, je me dis quand même qu'il y a bien des gens qui se sont posés la question. Et quand c'est distribué à l'échelle de la planète, c'est quand même dommage que ce soit nous, TF1, qui remarquions les marqueurs publicitaires, et que ce travail soit fait à l'échelle de la planète, peut-être 10, 20, 30, 40, 50 fois, j'en sais fichtrement rien. On vit cette expérience. Ayant plusieurs clients, des fois, on traite la même série avec le même épisode en français, en italien, en anglais, en allemand. Et on doit reprocesser et générer le même coupure publicitaire ou la même image qui représente le contenu ou la même détection du générique de début ou de fin. Mais du coup, quel est l'impact de la réglementation? Parce que vous évoquez la notion de réglementation, par exemple, de coupure maximum sur linéaire et autant qu'on veut en digital. J'imagine que ce n'est pas forcément la même dans tous les pays. Ça change dans tous les pays. Et c'est bien l'intégration dans les produits, dans les contenus dès le début. Ça peut poser cette problématique pour la commercialisation. De la même façon, je peux donner un premier niveau de réponse. De la même façon qu'on s'est posé la question, on peut avoir tout ce qu'on veut, l'IA peut nous générer 50 000 réponses de timecode. À un moment donné, il faut qu'on en choisisse. Et ce que nous propose l'équipe de Guillaume, c'est 3, parce qu'on s'est mis d'accord sur 3. Mais on pourrait très bien imaginer avoir exactement la même logique pour une diffusion internationale où les réglementations sont différentes, pays par pays. Déjà, mais dans un même pays, linéaire digital, chez nous, c'est différent. Voilà. On pourrait très bien imaginer d'avoir des propositions et de n'activer les propositions que si elles sont pertinentes au regard de la conformité et des choix budgétaires, publicitaires, voilà. C'est la façon dont on expose les métadonnées. Guillaume, il fait l'analyse, il traite pour tout le monde, à l'échelle du contenu. Sans tenir compte. Je fais rien du oui. tout. On s'est compris. En tout cas, l'analyse, elle a été faite. Et ensuite, on vient poser les règles qui sont propres au pays. C'est en ce sens aussi que c'est vertueux. Tu veux peut-être dire un mot sur... On avait une question là-bas. Il y avait une question, pardon, j'avais pas vu. Question. Par rapport au fait d'utiliser les mêmes tags à l'origine pour tout le monde, la même metadata. Je trouve que ça ressemble un peu à l'expérience qui n'a jamais abouti, le langage universel, l'espéranto. Dans le sens où ça ne marchera pas, et en plus, ça peut être dangereux.
dangereux. Donc je sais pas, une faille de sécurité sur une utilisation de métadonnées peut être généralisée par tous grâce à, en tout cas à cause de ça. Moi, mon simple avis, c'est je pense pas que ça marche des tags pour tout le monde. J'ai envie de répondre quelque chose d'assez bateau, mais qui est aussi tout à fait réaliste. C'est à un moment donné, toute possibilité ouvre aussi la possibilité à du négatif. Enfin, je veux dire, donc oui et non, l'avenir nous le dira. Alors après, il peut y avoir des tags subjectifs, effectivement. Les émotions des personnes détectées dans une vidéo, moi je partage votre avis. Par contre, un générique de début, c'est factuel. Un changement de scène, ça c'est factuel. Et c'est bien de cela, ces tags structurants, dont on parle, où il faut libérer et qui puissent circuler. Et puis, il faut que vous sachiez qu'il y a aussi, s'agissant donc des modèles de métadonnées, la structuration des modèles, on a quand même des réflexions avec d'autres opérateurs pour essayer de trouver quelque chose un peu plus high level qui nous permette à l'échelle internationale de mieux partager ces données, en tout cas de trouver des mécanismes qui nous permettent de les trier, de faire concorder les tables, etc., pour n'utiliser que ce qu'on a besoin. Mais avec la puissance de ce qu'on peut générer, effectivement, il y a des risques et ces risques-là, ils doivent être contrôlés d'un point de vue éthique, ils doivent être contrôlés d'une manière ou d'une autre. Mais on a vu l'avènement d'Internet, il y a des usages de la même façon et il y aura encore après nous. Mais ça amène effectivement à des questionnements et à des limitations qu'il faut qu'on se fixe aussi dans l'usage que l'on en fait, bien sûr. Est-ce que vous travaillez avec, je ne sais plus le site, c'est l'ENA, l'archivage de toutes les... L'INA. Vous travaillez avec eux ou parce qu'eux, ils doivent avoir un besoin pareil d'émotion, non? C'est en transition, encore une fois, sur... Exactement. Ils sont bons, hein, ils sont très bons. Personnellement, mon rêve, on en revient à l'introduction, d'enfants dyslexiques, pour moi, le média audiovisuel, c'est le média le plus facile parce qu'il fait appel au plus de sens. On mémorise, c'est une étude de neurologue, 60 000 fois plus rapidement un message qui est un message audiovisuel qu'un message écrit. Il y a des choses incroyables qui ont été produites depuis les Frères Lumière, des contenus qui ont disparu, qui sont effectivement là-bas. Il y a des choses qui sont produites tous les jours qui sont absolument incroyables. Aujourd'hui, si on s'intéresse aux mathématiques, on a des contenus vidéo avec des professeurs qui se baladent dans la nature et qui montrent comment on retrouve les mathématiques partout. Il y a tous ces contenus audiovisuels. Et qu'est-ce qui manque? C'est de les délinéariser, de les reconnecter l'un envers l'autre, qu'un sujet amène à un autre, etc. C'est comme ça qu'on consomme le web aujourd'hui, enfin depuis un moment, que c'est comme ça qu'on consomme tout. Et la télé, le contenu audiovisuel reste un contenu linéaire et passif. Vous avez tous vu Minority Report, où ils se baladent dans... C'est ça le rêve. On travaille dur et puis on est, nous, les Frères Lumière de l'IA. Peut-être, je sais pas, j'espère. C'est prétentieux. Hein. C'est peut-être un peu prétentieux. Ouais. Non, mais sur le fond, bien entendu que on pourrait enrichir les contenus de manière absolument incroyable. Tous les contenus, franchement, moi je rêve que les TEDx soient complètement enrichis. Mais ça, c'est vrai pour tout. Et l'expérience utilisateur n'en sera que meilleure. Après, encore une fois, je reviens sur les triptyques dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est qu'à un moment, il faut que ce soit pertinent, le bon moteur. 2, qu'on ait quand même une validation éditoriale sur ce qu'on fait. Et 3, que le coût il soit raisonnable. Parce que tout ça coûte pas zéro. Hein. Donc l'INA a un devoir pratique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui, j'aurais posé la question, qu'ils font aussi avec des tags manuels. Tous les chapitrages qu'ils font sur l'aspect patrimonial, c'est des tags manuels. Mais il n'y a pas une IA, il y a aussi ce qu'a fait Synchronise, mais il y a d'autres IA qui vont aussi apporter d'autres choses, des résumés, de la capacité effectivement à faire des micro-résumés ou des plus grands résumés, etc., etc. Tout ça, objectivement, vu la volume de contenus vidéo qui sont produits tous les jours, si on n'est pas aidé, ça me semble impossible de bien les consommer, quoi. C'est absolument juste. Et nous, on peut se concentrer uniquement, et on a décidé chez Synchronise de se concentrer sur l'enrichissement d'un contenu qui est terminé,
qui est prêt, enfin dans le sourcing, qui est prêt à être acheté. Moi, je l'appelle terminé, même s'il y a encore du travail pour pouvoir le mettre à disposition, et de l'enrichir pour maximiser son exploitation sur le digital. Mais on peut pas tout traiter. On va dire que nous, on est dentiste, on a besoin d'un cardiologue, on a besoin d'un gastro-entérologue, on a besoin de tout le spectre. Il y a une société qui s'appelle Newsbridge qui a été rebaptisée, qui travaille aussi avec Yves. Yves est un des incubateurs de l'IA mondiale qui est incroyable. C'est vrai, je mens pas. Qui a aussi impulsé avec Newsbridge. Newsbridge, ils sont spécialisés dans les métadatas pour les archives, justement, pour pouvoir naviguer dans les archives. J'ai besoin de faire un reportage rapidement sur un sujet, j'ai besoin de la séquence où Obama serre la main à je ne sais pas qui, dans les années machin, tac, 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 3 mots-clés, plutôt que aller chercher dans l'entrepôt la cassette numéro 12, 27, machin, avoir les autorisations d'accès, la ramener au siège de TF1, la passer en salle de montage. Ils sont spécialisés là-dedans. Après, il y a la recommandation. Aujourd'hui, c'est l'enfer pour choisir un contenu. Vous vivez tous cette expérience. Donc, des fois, on passe plus de temps à choisir un contenu qu'à le consommer. Voilà, il faut des spécialistes qui vont donner les bonnes recommandations ou être capables de promouvoir le bon contenu à la bonne personne. Et chaque chose est une spécialité, en fait. Et des approches de l'IA est complètement différentes. Et c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais on a une notion de time to market qui a, et je vais dire à l'échelle de, même c'est pratiquement de 2 semaines, a complètement changé. C'est que tout ce qu'on pouvait faire il y a encore quelques années, on doit le faire à une vitesse qui a sérieusement accéléré. On prend une dernière question et après on en profite. Oui, comment ça? Vous disiez au début que les propositions de l'IA étaient devenues quasiment aussi pertinentes que celles des opérateurs. Est-ce que vous savez quelle proportion de propositions sont rejetées par les opérateurs maintenant? On le sait. T'as les chiffres en tête ou pas? Parce que oui, on le sait, on les a. Alors, ce dont je le dis de mémoire sur les chiffres dont je me souviens, mais bon, alors je suis pas sûre de bien me souvenir. Selon les typologies de programmes, déjà, première chose, selon les typologies de programmes, je me souviens qu'on était à 90-95% de pertinence sur de la série française, si je me rappelle bien. Série américaine, oui. Série américaine. Tout ce qui est série, on a un taux de satisfaction qui est supérieur à 85%, ce qui veut dire que il y a très peu de suggestions rejetées. Et nous, on calcule le rejet à la première suggestion, si elle est rejetée ou pas, et le nombre de rejets. Et puis, donc, on passe de séries, téléfilms, on est à peu près dans les mêmes niveaux. Et puis, quand on commence à rentrer dans des films très complexes, un Tarantino qui mélange tous les codes et qui joue avec les grammaires audiovisuelles peut nous déstabiliser. C'est pas le cas. Les films d'action, on est en train de travailler là-dessus. C'est un gros sujet depuis plein de mois avec Martin. On va le résoudre avec le son. C'est que les scènes d'action avec du son très très fort génèrent pas mal de faux positifs. Parce que il y a des changements de plan qui vont dans tous les sens. Et l'IA croit qu'il y a plein de changements de scène dans une séquence. Et on est en train de travailler sur le son, les niveaux de densité sonore pour venir dire, hop, on exclut. Et puis après, on a les autres... Ça nous ramène, il faut aller chercher la valeur. Où est-ce qu'il y a de la valeur? Des séries américaines, j'en ai plein, donc il y a de la valeur. Des séries françaises, j'en ai plein, il y a de la valeur. Un film que je passe un peu de temps dessus, c'est hyper quali, on l'achète cher, etc. C'est pas grave que j'ai un opérateur qui se mette devant. Où est la valeur? C'est ça, toujours. Et puis, même s'il passe 2 fois plus de temps à analyser, à la main, il passait aussi lui-même. Enfin, ce qui est plus dur pour l'homme, c'est plus dur pour la machine, en vrai. Voilà. Donc, du soap opéra ultra structuré, avec des acteurs qui changent avec le changement de scène, où tout change, les couleurs, les machins, c'est plus simple qu'un truc avec des fils conducteurs où on ne sait pas où on va et on perd dans l'histoire... les spectateurs, justement, exprès. Bon, vous ne resterez pas sur votre faim parce qu'on reste là, donc si vous avez encore des questions, bien volontiers on y répond.